Et on va vers la session 8, s'il vous plaît. Donc, j'ai l'honneur de modérer la session 8 avec comme discutant Rokhaya Dabafal du laboratoire. Elle est la directrice actuelle du laboratoire, l'ARTES. Est-ce qu'elle est en ligne? Rokhaya Cissé. Rokhaya Cissé. Est-elle en ligne? Est-ce qu'elle peut se manifester? Il y a 19 participants en ligne, mais je ne sais pas si elle est parmi les participants. Parfait. Vous pouvez vous introduire rapidement. On a déjà présenté le laboratoire. Vous êtes le discutant. Est-ce que vous avez besoin de vous présenter ou on peut enchaîner sur la présentation des autres intervenants? Oui, Ah, pardon, madame, j'ai fait une confusion, il y a deux Rokhaya. Là, j'appelle Rokhaya Dabafal. Est-ce qu'elle est là, présente? Rokhaya Dabafal, qui est la discutante de cette session et qui doit se trouver en Zoom. Parfait, je vous salue, Rokhaya Dabafal, et je vous donnerai la parole tout à l'heure. Donc, nous avons Rokhaya Cissé de l'IFAN, Landry Bogui-Niava et Kofi Kra Valérie. Est-ce que vous êtes là? De la Côte d'Ivoire, est-ce que vous êtes là? Oui, nous sommes là. Parfait, je vous salue. Nous avons aussi Safianou Moussa de l'université Cheikh Anta Diop. Est-ce que vous êtes là? Parfait. Et enfin, nous avons Mamadou Diallo de la Confédération syndicale internationale. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là, Mamadou Diallo? Il est connecté? Il n'est peut-être pas à son poste. C'est pas grave, il est à la fin. Donc, s'il vous plaît, j'aimerais inviter Landry Bogui-Niava. Non, excusez-moi. C'est Rokhaya Cissé de l'université Cheikh Anta Diop qui va donc nous partager son travail de recherche sur le partage du travail domestique pendant le confinement. À vous, Rokhaya. Bonjour tout le monde. Je remercie les organisateurs et les participants à cet important colloque qui nous donne l'opportunité de présenter quelques résultats d'une recherche que nous avons eu à mener. Madame la présidente de séance, est-ce que je peux avoir l'autorisation de partager mon écran? Avant de vous partager le PowerPoint, je vais peut-être présenter rapidement le contexte. C'est pas la peine de revenir sur la présentation du rapport du laboratoire. Donc je suis Rokhaya Cissé, sociologue, et je coordonne actuellement le LARTES, comme le professeur Fall a l'indiqué tout à l'heure. Je m'inscris dans la même lignée que mes prédécesseurs, notamment dans le cadre du partage de résultats d'une série d'études que nous avons faites sur les impacts Covid. Je crois que mes collègues ont déjà présenté plusieurs impacts dans le secteur des acteurs culturels, sur l'impact sur le travail. Moi, je me suis beaucoup plus intéressée à tout ce qui va toucher à l'impact sur les structures familiales et voir dans quelle mesure la pandémie a eu des effets sur la reconfiguration des structures familiales, parce qu'on a vécu une période de restriction, de liberté, de mobilité, et on s'est posé la question à savoir comment est-ce que les familles se sont un peu reconfigurées
suite à ces mesures de restriction en termes de déplacement, en termes de mobilité. Et voilà, je voulais partager rapidement ces résultats de recherche avec vous. Je m'aperçois que je n'arrive pas. Voilà, il faut que je sorte de la réunion pour repartager mon écran parce que là, ça ne marche pas. Si vous me donnez la possibilité de sortir et de re-rentrer dans la réunion. Oui. Donc, c'est une recherche donc, qui a été faite sur tout ce qui est impact Covid sur les structures familiales. Et on s'est un peu intéressé à la charge de travail domestique. Et est-ce que cette pandémie qu'on a qualifiée de tsunami en termes de potentiel de transformation des normes sociales, des évolutions en termes de partage de travail entre hommes et femmes, est-ce que cette pandémie a eu de l'effet sur ça? Et ce qui nous a conforté davantage, c'est qu'on avait observé que globalement, il y avait eu beaucoup de changements, notamment dans tout ce qui est activité commune au sein des membres des ménages. C'est-à-dire que, du fait des restrictions, les gens étaient beaucoup plus présents dans les domiciles parce qu'il y avait un couvre-feu, il y avait la restriction de la mobilité entre les régions. Et de plus en plus, on a pensé qu'il y avait donc le fait que les personnes étaient de plus en plus présentes dans les maisons, ça va favoriser donc la réalisation d'activités communes. Et on s'est aperçu donc qu'il y avait eu beaucoup de changements dans ce domaine-là, notamment au niveau de certaines régions. Parce qu'en termes de méthodologie, je reviens juste sur le fait que c'est une enquête donc, qui a été réalisée dans 4 régions, c'est-à-dire à Dakar, à Djoubel, Ziguinchor et Tambacounda. Et ça, c'était donc au mois donc, de novembre 2020. On a travaillé sur 3 régions qui étaient très touchées par la pandémie et une région qui était moins touchée au niveau de Tambacounda, afin de comparer un peu les résultats. Nous avions touché à peu près 639 répondants et nous avons réalisé une enquête téléphonique parce qu'on ne pouvait pas aller dans les ménages. On a fait une enquête téléphonique sur un mois dans ces 4 régions-là et nous avons touché à peu près 639 répondants. Et voilà, juste peut-être un petit rappel méthodologique. Nous avons eu donc une majorité de chefs de ménage hommes et vous voyez qu'en termes d'âge, nous avons une plus grande majorité de répondants qui étaient dans la tranche d'âge entre 40 et 59 ans. Alors, globalement, en termes de résultats, comme j'ai dit, ce qui nous a un peu amené à faire cette analyse spécifique sur le partage des tâches, c'est qu'on avait observé que durant cette période de semi-confinement, parce que ce n'était pas un confinement total, mais un semi-confinement, comme on a vu avec la restriction de la mobilité entre les régions, et à certaines heures, et la cessation de beaucoup d'activités, notamment sur la place publique, les gens restaient davantage dans les ménages, donc il y a eu plus d'activités communes. On s'est dit peut-être que s'il y a eu plus d'activités communes, peut-être que certaines choses ont un peu évolué, du point de vue, par exemple, du travail domestique. Et c'est ce qui nous a poussé donc à observer, à faire le focus sur ça. Et lorsque nous avons comparé donc, les ménages dirigés par les femmes et les ménages dirigés par les hommes, nous avons donc repéré un certain nombre de changements. Ce ne sont pas globalement des changements importants, ça va apparaître dans la conclusion. On s'attendait à davantage de changements, mais les choses sont restées relativement stables. Et vous verrez ici que, par exemple, les plus grands changements que nous avons observés, c'est plus dans le sens des hommes qui vont aller faire des tâches qui étaient traditionnellement dévolues aux femmes, on va dire. Et en termes de tâches dévolues aux femmes, peut-être je reviens un peu sur une partie de la présentation. Quand on a listé un peu les tâches qui étaient réservées aux femmes et celles qui étaient réservées aux hommes, par exemple pour les femmes, vous avez la cuisine, le marché, le ménage, la vaisselle, le linge. En milieu rural, surtout l'approvisionnement en eau et en combustible, le soin donné aux enfants, aux personnes malades et puis aux personnes âgées.
Vous avez aussi tout ce qui va toucher la gestion des animaux domestiques. Et pour les hommes, vous avez tout ce qui est réparation, bricolage, approvisionnement de certains produits spécifiques dans le ménage et l'accompagnement peut-être nocturne des malades au niveau des structures de santé. Donc globalement, c'était un peu ça la répartition des tâches entre les hommes et les femmes. Et si on se reporte sur les résultats, on voit qu'il y a donc eu quelques changements, même s'ils ne sont pas très importants. On a observé que les changements les plus importants se passaient dans les ménages qui étaient dirigés par une femme, et ça porte surtout sur les hommes qui ont eu à réaliser des tâches qui étaient réservées aux femmes. À l'inverse, on note très peu de changements, notamment sur le fait que les femmes réalisent donc des tâches qui sont réservées aux hommes. Vous avez vu ici, on est de l'ordre des changements de l'ordre de 2%. Si on regarde maintenant du point de vue du sexe et de l'âge du chef de ménage, ce qui apparaît ici, c'est que les changements majeurs sont notés chez les ménages dirigés par les hommes, qui sont de la tranche d'âge entre 22 ans et 35 ans. C'est la classe d'âge la plus jeune. Et là, vous voyez que nous avons à peu près 18% des hommes qui ont eu à réaliser des tâches qui étaient traditionnellement dévolues aux femmes. L'inverse est moins important parce que là, vous avez que 6,3% des ménages qui sont dirigés par cette classe d'âge 22-35 ans et qui réalisent donc des tâches qui étaient traditionnellement dévolues aux hommes. Alors, si je regarde donc du point de vue des régions, si on compare les régions, on voit que les plus grands changements, nous les avons observés au niveau du Ziguinchor. Et ces changements vont dans le sens où les hommes vont s'investir davantage dans les tâches qui étaient réservées aux femmes plutôt que l'inverse. Donc c'est à Ziguinchor, parmi les 4 régions, c'est à Ziguinchor que nous avons remarqué le plus d'hommes qui s'investissaient dans les tâches qui étaient traditionnellement dévolues aux hommes. Alors si je regarde du point de vue donc, du sexe du chef de ménage et des régions, là ce qui ressort quand on compare les données, c'est qu'on note de plus en plus d'implication de femmes dans les activités qui étaient dévolues aux hommes, et ça c'est davantage marqué à Ziguinchor. À Dakar, on a très peu de changements, c'est quand même assez contre-intuitif dans le résultat. Et vous allez voir aussi que on note davantage une implication des hommes dans des activités qui sont dévolues aux femmes, davantage dans les ménages qui sont dirigés par des femmes à Ziguinchor. Et c'est à Dakar également qu'on va noter que dans les ménages qui sont dirigés par des hommes, beaucoup plus d'investissement dans des tâches dévolues donc traditionnellement aux femmes. Donc si on résume un peu, les grands changements se passent surtout grands, entre guillemets, à Dakar et à Ziguinchor, et très peu de changements dans les régions de Diourbel et Tambacounda. Alors, si je m'intéresse donc à la répartition des tâches entre les hommes et les femmes selon le sexe et le niveau d'instruction, on observe ici que les plus grands changements se passent avec les chefs de ménage qui ont un niveau d'études secondaires, moins de changements à des niveaux plus bas, c'est-à-dire primaire ou alphabétisé ou aucun niveau. Par contre, un des résultats qui nous a un peu questionné, c'est un peu ces chefs de ménage qui ont un niveau supérieur et qui ne vont pas forcément peut-être s'investir davantage dans ces tâches-là. Alors que tout pourrait présager que plus on va aller vers ces niveaux d'études un peu supérieures, plus on va observer des transformations dans le partage des tâches, mais intuitivement, on se rend compte qu'il n'y a pas eu beaucoup de changements, en tout cas moins qu'avec les chefs de ménage qui sont de niveau secondaire. Et l'hypothèse, c'est que peut-être vu qu'ils ont un niveau
socio-économique beaucoup plus élevé. Peut-être que certains services ont été externalisés et du coup, les hommes n'ont pas eu besoin de s'investir davantage dans certaines tâches pour suppléer un peu les femmes. Donc, c'était un peu ça notre hypothèse. Et donc, voilà, globalement, ce qui ressort, c'est qu'on a on s'attendait à davantage de transformation du fait de la pandémie et de ce choc sur les ménages. On a voulu aller chercher un peu quels étaient les impacts sur ce partage des tâches, mais nous avons observé que la crise n'a pas eu d'effet très significatif sur ce partage des tâches qui reste quand même assez marqué. Vous avez vu également que les changements majeurs se sont passés à Dakar et à Ziguinchor, mais nous avons eu plus d'hommes qui se sont investis dans les tâches habituellement réservées aux femmes que l'inverse. Et les plus grands changements également ont été observés chez les chefs de ménage qui ont un niveau secondaire et qui sont dans la catégorie la plus jeune, c'est-à-dire les 22-35 ans. Peut-être pour revenir, terminer par le contexte, ce qu'on ne fait pas habituellement, je voulais juste replacer cette étude-là dans un contexte où on a un partage des tâches assez marqué entre les hommes et les femmes en termes de tâches domestiques, une répartition assez figée, et que les femmes passent 3 à 4 heures par jour dans ces tâches domestiques, selon l'OIT, en 2021, voire plus, au moins 3 à 4 heures, et davantage en milieu rural, alors que également dans certaines régions du pays, le travail non rémunéré, les femmes y passent 8 à 10 heures en termes de travail non rémunéré, alors que les hommes sont autour de 30 minutes par jour, selon l'ANSD en 2021. Merci. Donc, voilà, merci. Rapidement de cette recherche que nous avons eue sur comment la crise a pu affecter ou transformer le partage du travail domestique entre les hommes et les femmes dans ces 4 régions du pays. Merci. Merci, Rokhaya Cissé. Merci bien pour la présente séance. Valérie et moi présentons ce matin un travail collaboratif qui a commencé dans la période Covid et nous avons eu la chance d'avoir la collaboration du professeur Fall et du LAPES qui nous a accompagnés dans les cadres de production de Policy Brief. Donc c'est à partir, dans ce contexte effectivement de Covid, qui a été pour nous une opportunité. Voilà, depuis Abidjan, notre université, nous avons travaillé avec le LAPES. Donc ce sont des aspects positifs que nous avons capitalisés. La présentation est tirée d'un Policy Brief, donc je le disais tantôt. Et dans cette présentation, nous allons faire l'effort juste de sélectionner dans ce Policy Brief quelques résultats qui permettent de s'aligner à la thématique de cette session qui parle de recomposition du travail. Donc je vais déjà dire en introduction que la COVID-19 est une sujet et on s'attendait en Côte d'Ivoire comme partout ailleurs qu'elle disparaisse rapidement, mais on a vu qu'elle s'est prolongée et quand elle s'est prolongée, elle a eu vraiment un fort impact sur l'économie de la Côte d'Ivoire ainsi que les conditions de vie et de travail des populations vulnérables, en particulier les femmes. Donc cette communication vise à présenter les leçons apprises relativement à la structuration de l'offre de services sociaux de base pour aider les ménages vulnérables à faire face aux conséquences des effets de cette crise. L'étude s'est réalisée dans 3 villes, dont Abidjan et 2 villes périphériques. Et l'approche, elle était une approche qualitative dans laquelle nous avons mobilisé des statistiques des yeux. Les cibles, donc on avait les responsables au niveau régional de la santé, de l'hydraulique, de l'assainissement,
l'hygiène publique, de l'éducation, de la protection de l'enfant, de la protection sociale, les femmes ainsi que les hommes âgés de plus de 25 ans et les leaders communautaires. Et la collecte s'est réalisée du 13 au 30 mai 2020. L'analyse a été faite avec un niveau 12. Qu'est-ce qu'on peut dire rapidement au niveau des résultats? Alors, au niveau de l'offre, on a constaté que l'offre de services, donc l'État, dans toutes ses articulations au niveau des services sociaux de base, a essayé, tant bien que mal, dans ce contexte très imprévisible, de maintenir les services, mais quand même avec des difficultés. Donc, on a eu une dotation insuffisante en équipement de protection individuelle, surtout dans les deux villes périphériques, Abidjan ayant concentré le maximum d'attention. Il y a eu également une intervention sectorielle dans la réponse à la crise. Donc le ministère de l'Éducation nationale a développé une réponse, le ministère de la Santé a développé une réponse, le ministère de la Protection sociale a développé une réponse, et on a constaté que les réponses étaient restées cloisonnées. Il y a eu également un décalage dans le ciblage des populations vulnérables sur les opportunités d'assistance. Et enfin, le rythme également différencié dans la mise en œuvre des réponses entre Abidjan et les autres villes. Donc face à ces dysfonctionnements, les ménages vulnérables ont travaillé à se positionner, à continuer de vivre dans un contexte où les États mettaient des tensions sur toutes les ressources. Donc, comment vont se positionner? Au niveau des ménages, on a constaté que pour continuer à entretenir leur ménage, les hommes ainsi que les femmes ont développé des formes de résilience en diversifiant les ressources ou en diversifiant leurs activités économiques ou en se reconvertissant. On a vu que les femmes se sont plus reconverties, effectivement, et ont diversifié plus que les hommes. Ça, ce sont des statistiques textuelles, donc on n'a pas de représentativité, on a juste fait ressortir les occurrences qu'on a eues dans le corpus. Donc, à partir de ces deux articulations, de la reconversion et de la diversification, l'autre aspect des résultats montre que les femmes acceptaient relativement le déclassement socio-professionnel plus que les hommes. Donc, c'était une forme de reconversion. On pourrait mettre d'autres activités moins rémunérative sélectionnée ici en ville. Avant la maladie, je travaillais en zone industrielle, donc c'est dans le domaine industriel. Cette dame, elle était employée dans une entreprise et aujourd'hui, pendant la Covid, elle disait qu'elle gagnait en ce moment, elle pouvait gagner 4 à 5 000 par jour, mais à l'arrivée de la Covid, elle est devenue vendeuse d'orange, un travail peu valorisé, où elle gagnait à peine 600 à 1500 francs. Mais elle s'est inscrite dans cette activité économique moins valorisée pour continuer à offrir dans la limite de ses moyens l'entretien à son ménage. L'autre aspect également, c'est que cette inflexion au niveau du statut social s'est répandue dans d'autres également secteurs d'activité. Cette dame également rappelle que avant la Covid, elle était dans la fabrication des chaussures et lorsque la Covid arrive, elle qui était dans le travail dans lequel elle était, elle avait une bonne position, un bon statut, redevient à travailler comme assistante ou auprès d'une autre dame qui effectue les tresses. Donc on voit également que cette flexion du statut social a fait beaucoup de bien-être qui s'est vraiment répandu au niveau de la population des femmes. Au niveau des hommes, on voit 4
alternative qu'ils ont développée. Ils ont eu recours, ils étaient en attente, ils ne sont pas allés vraiment avec eux, ils sont partis à des conventions à s'inscrire dans de nouvelles activités. Ce qu'ils ont fait en règle générale, c'est de recourir au crédit, au prêt dans leurs autres, de dégrossir également la taille de leur ménage en transférant d'autres membres en milieu rural, donc on le dit en Côte d'Ivoire, vers le village, d'utiliser leur épargne de précaution qu'ils avaient constituée et de supprimer certaines dépenses. Leur rationalité est restée dans ce sillage-là pour se maintenir toujours dans le statut qu'ils ont et non d'aller vers des classements. En conclusion, rapidement, nous disons que les tensions et les chocs découlant du prolongement des effets de la COVID-19 sur le travail ont conduit les hommes et les femmes, les ménages vulnérables à développer des formes de résilience qui ne s'allient pas toujours avec la protection des enfants ainsi que des femmes qui sont pourtant des groupes reconnus comme vulnérables. Merci beaucoup, monsieur. Merci, monsieur Niava. Et j'invite Abdou Salam Fall à présenter les PME dans les régions sud et est du Sénégal face à la Covid-19. Des leçons apprises de cette expérience. Alors, les 5 régions sont les régions sud et est, Tambacounda, Kédougou. Monsieur Fall sait comment je suis attaché aux régions est du Sénégal. Et les régions sud, qui sont Kolda, Sédhiou et Ziguinchor. Et comme on a dit, y compris dans nos méthodes de travail, on faisait très peu d'enquêtes téléphoniques. Et la COVID nous a obligés à adapter nos méthodes de travail et à développer des outils aussi performants que lorsqu'on fait les enquêtes en vis-à-vis. Slide. Et sur la base de l'échantillon du recensement général des entreprises du Sénégal qui a eu lieu en 2013, qui a porté sur 400 000 entreprises, nous avons tirer un sous-échantillon de 250 entreprises dans les 5 régions considérées et nous avons interrogé 280 jeunes issus des centres de formation professionnelle. Slide. Alors, les entreprises qui sont ici considérées sont présentées sur ce slide. Et donc, les caractéristiques de ces petites et moyennes entreprises, c'est 63% se trouvent en milieu rural, en milieu urbain, j'allais dire. Seulement 37% en milieu rural. Cela traduit aussi une dynamique entrepreneuriale plus forte dans les milieux urbains que dans le milieu rural. 83% sont des répondants sont des hommes et 92% sont des entreprises individuelles. Slide. Et sur le premier aspect que je vais présenter, c'est l'impact de la COVID-19 sur les entreprises. La conclusion globale, c'est que la COVID a plombé les entreprises. Elle a plombé au point que 92% affirment avoir subi des pertes de revenus suite à la pandémie. 38% accusent des pertes de revenus de l'ordre de 200 000 à 500 000 et 15% de pertes qui dépassent 1 million. Et 79% déclarent avoir subi des tensions de trésorerie durant la pandémie. Slide. Et les déterminants de ce basculement reposent sur le fait que, d'abord, la quasi-totalité de ces entreprises sont de petite taille, ce sur quoi je vais revenir plus tard, et plusieurs entreprises rencontrent une baisse d'activité qui se traduit par des pertes de revenus. Pareillement, des cessations d'activité complètes ont été observées sous forme de faillite et de liquidation. Et enfin, parmi les entreprises qui ont déclaré avoir subi des pertes, des tensions de trésorerie,
au nombre de 195, moins de la moitié, 47%, estiment que cette situation peut conduire à une cessation complète de leur activité. Voyez-vous combien la crise est profonde. Slide. Alors maintenant, j'évoque le deuxième point. Est-ce que cette situation a aussi impacté sur les possibilités d'emploi pour les jeunes qui sortent des centres de formation professionnelle dans les 5 régions? Les caractéristiques, voyez-vous, on était en présence d'entreprises qui étaient gérées par des hommes. Cette fois-ci, la forte majorité, 63%, sont des filles qui sont issues de ces formations professionnelles et techniques, et contre 36% de garçons. L'âge moyen est de 26%. Leur niveau de qualification est ainsi présenté. Vous avez vu que 74% ont le certificat d'aptitude professionnelle, 19% ont un diplôme attesté, 2% ont un brevet de technicien supérieur, n'est-ce pas? Et seulement 2% ont le BP. Voilà, slide. Alors, les résultats, après avoir présenté les caractéristiques de ce milieu, 76% des sorties en activité ont subi des pertes de revenus liées à la crise sanitaire. Et 10% ont perdu leur emploi, ont été licenciés parmi les jeunes sortis de cette formation professionnelle. Nous avons également fait des comparaisons avant et pendant la Covid parce que nous avions travaillé sur la même base de données en 2017. Et donc, on voit bien, si on compare 2017 et 2021, il y a, en 2017, on avait 33% qui avaient été embauchés au bout de 3 mois après leur formation. Et en 2021, on passe de 33% à 15%. Voilà, le changement est quand même assez important. Les 2 tiers qui sont recrutés à moins d'1 année avant Covid, et la survenue de la Covid a interrompu le processus de formation. Est-ce qu'on s'entend? Je dis, 2 tiers étaient généralement recrutés après leur formation, alors que la survenue de la Covid interrompt ce processus. En termes de baisse d'activité également, des contraintes ont été relevées, notamment des licenciements, et une part non négligeable des sorties sont victimes de ces licenciements et pertes d'emploi lorsque les entreprises elles-mêmes sont en faillite. Et pourtant, dans le même contexte, on a comparé, est-ce que la formation professionnelle et technique avait une notoriété au sein des entreprises, et on observe ici les différences de 66% qui connaissent, des chefs d'entreprise qui connaissent la formation technique et professionnelle dans leur région. Donc 66% en 2021 contre 60% en 2017. La différence n'est pas considérable cela traduit, disons, un changement important, comme on le voit ici, de l'ordre de 45% à 40% en 2017. Slide. Maintenant, il faudra tirer les conclusions. Slide, encore, slide. Slide. C'est le slide qui s'est répété simplement. Slide. Voilà. Maintenant, il faut en arriver aux leçons apprises. Hein? L'un des éléments importants à considérer, c'est que le recensement général des entreprises du Sénégal, réalisé en 2016 et publié en 2017 sur les 400 000 entreprises, avait révélé déjà qu'il y avait une mortalité des entreprises qui était de l'ordre de 65%. Et cette mortalité, elle est précoce. Elle est considérable, mais elle est précoce. Ce que introduit la COVID, c'est qu'elle accélère ce processus-là. La COVID accélère cette mortalité et qui se traduit par une précarité
en particulier des ressorts de protection qui ne résistent pas aux chocs structurels. C'est ça le problème fondamental. Il y a un choc structurel qui est la Covid et les ressorts de protection qui sont en place ne résistent pas. La deuxième conclusion, c'est que cette vulnérabilité reflète aussi une faible endogénéité des petites et moyennes entreprises et l'insuffisance des mécanismes de soutien et de suivi officiels dédiés aux petites et moyennes entreprises. Et donc ça, c'est aussi une conclusion importante parce qu'elle montre le niveau de vulnérabilité, surtout les fondements de cette vulnérabilité. Et vous retiendrez cette question de l'endogénéité des petites et moyennes entreprises. Lorsqu'on accompagne les entreprises dans les incubateurs d'entreprises, c'est essentiel de vérifier quel est le niveau d'endogénéité de la mise en place des entreprises, en particulier dans ces régions-là. Et enfin, l'insuffisance des mécanismes de soutien et de suivi officiel dédiés aux petites et moyennes entreprises. On entend beaucoup de chiffres circuler, mais ce qui est déterminant, c'est quel est le soubassement qui permet de maintenir ces activités, ces entreprises. Voilà, je termine par cet élément-là. Les ressorts, il ressort aussi que les réponses les plus adaptées, n'est-ce pas, aux chocs que nous avons connus, sont liées à l'endogénéité des stratégies de protection sociale et des stratégies de travail. Et la déconnexion entre la formation professionnelle et la vie des entreprises a été amplifiée par le choc qui est la Covid, mais ça montre aussi que cette distance qui existe entre la formation professionnelle et technique, n'est-ce pas, et l'activité professionnelle est un problème essentiel. 97%, selon le recensement, 97% des entreprises sont des petites et moyennes entreprises. Et donc, la conclusion que je voulais tirer, c'est plus longtemps que durera cette déconnexion entre la formation professionnelle et technique et la vie des entreprises, davantage se dissiperont les enseignements non adaptés. Alors là, ça interpelle les enseignants. Les enseignements non adaptés, car les métiers du futur, 90% des nouveaux métiers, des métiers qui seront exercés dans les 3 années à venir, sont des métiers à réinventer. Et elles seront réinventées à partir des innovations technologiques et scientifiques. C'est la phase post-quantique qui nous oblige à cette démarche-là. C'est à nous de nous adapter parce que notre environnement change énormément. Je vous remercie. Bravo Salam, c'était bien. Oui, du choc à travers la perte d'emploi dans ces ménages-là. Slide. Alors, les données ont été collectées, c'est la même étude qui a concerné la Covid-19 dans les ménages sénégalais, où on a enquêté dans 4 régions en tenant compte au moment de la collecte des données de l'état épidémiologique de la pandémie. Donc, ils sont intéressés à régions qui sont très fortement touchées à l'époque, notamment la carte pour les Ziguinchor, et une région qui est peu touchée à l'époque, c'était la région de Tambacounda. Nous avons enquêté suivant les plans de sondage qui est adopté par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Donc, nous avons identifié les GR représentatifs de ces régions-là, à partir également des ménages qui ont été enquêtés par le cadre de janvier 2019, donc le baromètre de l'éducation qui est produit par l'ERATES. Et nous avons enquêté 10 ménages qui ont été tirés aléatoirement de chaque DR. Et nous avons également prévu des ménages de remplacement parce que l'enquête se faisait des maladies téléphoniques. En cas de souci, on avait une liste également de remplacement des ménages. Alors, on a sélectionné des ménages qui, indépendamment de leur sexe, et les conditions d'âge, c'est tous âgés de moins de 18 ans. Nous avons fait la collecte de données entre mi-novembre 2020 à mi-décembre 2020. Alors, le résultat que j'ai, les graphes de résultats que je vais vous présenter aujourd'hui sont basés sur 2 analyses. Une première analyse descriptive où on s'est intéressé notamment à regarder très rapidement les caractéristiques de chaque des ménages qui ont été enquêtés. Et ensuite, une analyse explicative où, à travers un modèle logistique, nous allons essayer de nous
nous avons tenté de porter les déterminants de la perte de potentiel de travail par les ménages dû à la COVID-19. Slide. Alors, concernant les ménages qui ont été enquêtés, nous avons enquêté 139 ménages, dont la majorité, environ 60%, sont dirigés par des hommes et également une proportion similaire à 60% sont plutôt dirigés par des jeunes adultes âgés de 35 à 59 ans. Slide. Alors, le premier résultat, on voit que les ménages qui ont au moins un membre a perdu son emploi à cause de la COVID-19, notez que c'est limité à la région. Donc, posez juste la question au chiffre des ménages, est-ce que votre ménage, combien de personnes ont perdu leur emploi, leur travail dû à la COVID-19? Par contre, il faut être précis par rapport à la causalité de la perte de l'emploi ou du travail. Et là, on se rend compte qu'un peu plus du tiers, et plus précisément à l'échelle des 4 régions, 37% des ménages déclarent au moins un de leurs membres a perdu son emploi lié à la COVID-19. Ce phénomène des pertes d'emploi liées à la COVID est particulièrement important à Tambacounda, où il représente presque la moitié des ménages. Et Tambacounda était très affectée, même si c'était une zone à l'époque où il y avait peu de cas, mais les pertes d'emploi étaient très importantes. On estime que c'est là, notamment, que cela convient de dire que c'est une zone qui est fournisseur qui fournit beaucoup d'emplois dans les autres régions qui étaient très touchées. Donc, le retour à la maison des personnes qui travaillent notamment à Dakar ou ailleurs a constitué en fait cette forte manifestation de la perte d'emploi liée à la COVID-19. Donc, à Dakar, c'est presque 2 ménages sur 5 également qui ont arrêté au moins chez un des membres de perte d'emploi. Slide. Alors, quand on essaie de regarder les agrégés maintenant en fonction des secteurs des ménages, la plupart de gauche, on voit que, bon, ce sont les plus nombreux, mais donc c'est normal, assez normal que ce soit les plus concernés, les plus touchés par la perte d'emploi des ménages dirigés par un homme. Donc, à hauteur de 60%, ils se constituent les ménages qui ont la proportion des ménages qui ont perdu. Donc, au moins un moment à la son emploi. Plus précisément, par exemple, en regardant cette fois-ci par sexe, la figure de droite, quand on regarde par sexe, si on prend l'ensemble des ménages dirigés par une femme, on voit que c'est 40% d'entre elles qui ont connu une perte d'emploi liée à la COVID-19. Alors que chez les hommes, c'est les 35,2% qui ont connu une perte d'emploi, donc au moins un membre a perdu son emploi. Nous avons une inégalité là qui s'est traduite donc par une plus grande vulnérabilité des ménages dirigés par une femme. Mais ça, c'est dans l'ensemble. Maintenant, quand on regarde au maison par région, on voit qu'à Dakar, ce phénomène est plus marqué, et surtout beaucoup plus marqué à Ziguinchor, où la différence entre les ménages dirigés par une femme et les ménages dirigés par un homme est 15 points de pourcentage en faveur des ménages dirigés par un homme. Et à Tambacounda, ce phénomène est quasi des ménages est quasi une égalité entre les ménages dirigés par un homme ou encore les ménages dirigés par une femme, sensiblement égalité également avec les femmes. Slide. Alors, cette fois-ci, on essaie de regarder par âge. On remarque que les ménages qui ont perdu leur capacité politique ou d'emploi, on va dire, sont surtout ceux qui sont dirigés par des jeunes adultes âgés de 35 à 59 ans, et particulièrement dans la ville de Tambacounda. Nous avons un grand paquet de 72% des ménages, plus de 72% des ménages, dont les jeunes et âgés de 35 à 59 ans qui disent avoir au moins un de leurs membres qui a perdu son emploi à cause de la COVID-19. Slide. Alors, on s'est intéressé également à rapporter en fait le nombre de pertes d'emploi, de individus qui ont perdu leur emploi, leur travail, par rapport à la taille des ménages. Et on voit que dans l'ensemble, nous avons 8,5% des ménages dans les 4 régions qui ont presque entre 20 et 100% des membres ont perdu leur emploi. Ce qui est très important, c'est que dans une crise majeure, parce qu'un ménage qui se dit du jour au lendemain appelle entre 20 et 100% de sa capacité ou de son potentiel de travail, c'est une aggravation de sa vulnérabilité. Et ce phénomène est particulièrement à Dakar. À Dakar, nous avons presque de 12% des ménages dont les 20 à 100% des membres ont perdu leur emploi lié à la COVID. Alors, on s'intéresse également à rapporter le nombre de personnes qui ont perdu leur emploi par rapport au nombre de personnes qui avaient un emploi avant la COVID-19.
Et là, on se rend compte que près de 20%, 18,1% exactement des ménages disent que c'est entre 90 et 100% actifs avant la Covid ont perdu leur emploi, 18% des ménages de l'ensemble. Et ce phénomène est particulièrement marqué à Tambacounda et les mesures également à Ziguinchor. Suivant. Monsieur Moussa, vous n'avez plus que 4 minutes. Monsieur Moussa, vous avez 4 minutes. Hein. Okay, merci. Donc, après la perte de l'emploi, on s'est intéressé également aux ménages pour lesquels au moins un membre a trouvé un emploi grâce à la Covid-19. Donc, les opportunités d'emploi. Et là, le résultat est démontré qu'en fait, la Covid-19 n'a constitué opportunité d'emploi. Au moins, on a fait la preuve pour 2% des ménages. Et c'est particulièrement à Tambacounda où il y a eu des activités, ou en tout cas, ce qu'on vise à avoir trouvé une opportunité d'emploi grâce à la Covid-19. Donc, les CPF, en fait, tout le reste de l'analyse s'intéresse aux pertes d'emploi parce que le nombre de personnes qui ont trouvé un emploi grâce à la Covid-19 et le nombre de ménages où il y a des membres qui ont trouvé des emplois grâce à la Covid-19 est très bien qu'on ne peut pas faire d'analyse assez là-dessus. Donc, on voudrait uniquement sur les pertes d'emploi. Alors, pour finir, on a fait la explicative justement de la probabilité qu'un membre des ménages dans les 4 régions de l'activité perde son emploi et rencontre d'un certain nombre de facteurs explicatifs qui sont tous liés aux ménages, notamment les statistiques des ménages, la classe d'âge des ménages, le niveau de restriction, les secteurs d'activité et l'occupation, les statuts matrimoniales, les milieux de résidence, également la région de résidence des ménages. Donc le modèle est la figure de droit, on va commencer par elle, et largement satisfaisant parce que nous avons une qualité explicative de 66%, 67% approximativement. Ça veut dire que l'autre modèle acte la variabilité globale ou sa capacité productive est fiable à 67%, c'est qui est largement satisfaisant dans le domaine comme je l'ai vu là. Et nous avons en fait, en gros, le résultat que la perte de poids est très aléatoire. Les seules spécificités qu'on trouve, c'est notamment les ménages, les chefs de ménage à un niveau supérieur, qui ont tendance à avoir réagi sur les pertes de poids les ménages dont les chefs de ménage ont aucun niveau de restriction. L'autre particularité également que les gouvernements montrent, ce sont les ménages dont les chefs de ménage sont retraités. Et eux également ont un risque plus élevé de perte un emploi que les ménages vers lesquels les chefs de ménage ont un emploi salarié public. Et un dernier résultat également, c'est par rapport aux régions, c'est les chiffres sont en gras sur la figure à gauche, sur le tableau à gauche. Donc les ménages qui sont des régions des plus belles avaient une probabilité moins importante de perdre leur emploi que les ménages qui résident à Dakar. Donc voici en gros les critères qui sont les différenciations dans les résultats de la probabilité d'avoir de faire un emploi dans les ménages dû à la production. C'est terminé. Je vais conclure si vous permettez une minute. Donc, la Covid-19 apparaît comme étant largement une question de perte d'emploi et pour les opportunités pour les ménages. Et nous avons ces inégalités qui se traduisent pour les ciblages des ménages, notamment les situations des ménages qui sont à un niveau supérieur, la région des plus est particulièrement touchée, et enfin, les ménages qui sont dirigés, qu'à la fois les retraités, qui ont été particulièrement touchés par rapport aux autres ménages. Donc nous pensons, là également, il faut parler des services tout à l'heure, il faudrait penser à une généralisation des centres de couverture des risques, des pertes d'emploi et des fonds de commerce, notamment pour le secteur informel. Et cette étude-là pourra être complétée par une analyse au niveau économique, au niveau des individus, pour voir ce qui s'est passé concrètement. Merci. Merci pour nous avoir associés à cette conférence. Je voudrais tout de même faire une précision. Je suis sur le pas de prendre ma retraite le 31 décembre 2022, donc dans maximum 2 semaines. Et je voudrais aussi dire que lors de notre dernier congrès mondial qui s'est tenu en mi-novembre à Melbourne, en Australie, notre collègue a été élu à ma place. Il s'agit d'Eric Mendy, qui à partir de janvier sera évidemment le secrétaire général adjoint de la CICI.
J'ai passé 20 ans de ma carrière dans cette organisation et j'ai trouvé qu'il était temps aussi de m'en aller. Avec bien sûr l'accord de l'équipe avec laquelle j'ai travaillé pendant toutes ces années. Je voudrais aussi me féliciter de cette coopération entre les chercheurs, les universitaires et le mouvement syndical. D'ailleurs, au niveau international, la coopération syndicale a souvent travaillé avec des experts et nous nous félicitons toujours des éclairages que nous donnent sur un certain nombre de sujets, notamment des sujets d'ordre économique, au niveau social, mais également sur ce cas spécifique de la COVID-19. La CSI, d'ailleurs, depuis le début de la COVID, a mené 5 enquêtes successives auprès de 121 organisations syndicales dans 92 pays. Évidemment, les résultats de ces enquêtes nous ont permis d'avoir une visibilité de l'impact de la COVID sur le monde du travail. Je n'ai pas besoin de revenir sur ce que mes prédécesseurs ont dit, notamment notre collègue Akoubi au nom de Kwesi, qui est basé dans notre bureau africain à Lomé, mais également de Marie-Hélène André, qui est responsable, qui est la directrice d'Accra au niveau de Genève et avec laquelle nous travaillons régulièrement sur ces questions. Mais tout le monde reconnaît que la COVID a eu un impact sur les emplois, beaucoup de pertes d'emplois et de revenus, bien sûr. Et il y a eu énormément de fermetures d'entreprises dans plusieurs secteurs économiques, mais également l'accentuation de la précarité, de la situation des travailleuses et des travailleurs dans l'économie informelle, mais aussi beaucoup d'autres groupes vulnérables qui n'ont pas bénéficié de protection sociale, mais également de mesures prises par certains gouvernements pour pallier des difficultés auxquelles les populations étaient confrontées. Nous devons également saluer la résilience des populations, ici, beaucoup de travailleuses et de travailleurs malgré les conditions difficiles causées par la pandémie. Je dois aussi souligner que dans l'enquête, nous avons révélé que dans certains pays aussi, les gouvernements, les partenaires sociaux, plus globalement, donc les gouvernements, les employeurs, les travailleurs ont essayé de trouver un certain nombre de solutions, même si ces solutions n'ont pas été totalement idoines vu le contexte et l'ampleur de la pandémie dans certains pays. Cher Monsieur Diallo, je suis vraiment désolée que vous soyez le dernier intervenant. Je vais vous inviter à aller directement sur votre sujet, un nouveau contrat social, s'il vous plaît. Mais madame, je ne peux pas aller sur ce sujet sans parler du contexte de ce sujet. Oui, je vous invite que vous n'avez que 5 minutes. Mais si j'ai 5 minutes, je vais m'arrêter quand les 5 minutes seront finies, mais je pense que ce que je suis en train de dire, justement, la base du contrat social parle du contexte que j'étais en train de dire. Le nouveau contrat social, effectivement, c'est ce que je disais, c'est par rapport à ce que nous avons introduit la question du contrat social. Parce que le nouveau contrat social, d'ailleurs, je dois dire, a été d'abord discuté un peu avant la pandémie, ce qui vous référait à la déclaration du centre sénégalais pour les éléments du contrat social. Et ce nouveau contrat social devient impérieux, il devient nécessaire, et je dirais même obligatoire à la suite de la pandémie de la COVID-19 et son impact sur le monde du travail. Et nous avons 5 éléments, je dirais 5 axes sur lesquels nous pensons que le nouveau contrat social doit se focaliser. Premièrement, sur la création d'emplois en garantissant une transition juste.
une transformation industrielle, bien sûr, créatrice d'emplois pour assurer zéro émission de carbone. Et on se dit que là, nous nous soucions de la protection de l'environnement. Le deuxième axe sur lequel doit se baser le contrat social, le nouveau contrat social, c'est sur les droits pour les travailleuses et les travailleurs, quel que soit le régime d'emploi, afin d'obtenir la promesse faite dans la déclaration du centenaire de l'unité, j'en ai parlé tout à l'heure. Ensuite, au niveau du troisième axe, nous avons une protection sociale universelle, notamment par la création d'un fonds mondial pour la protection sociale qui puisse assurer la couverture en cas de nécessité et de besoin ou de catastrophe, la couverture sociale pour bon nombre de la population, si on sait qu'aujourd'hui, 80% de la population mondiale n'est pas couverte. Ensuite, nous avons la question de l'égalité, bien sûr, l'élimination de toute forme de discrimination. Vous savez certainement que le mouvement syndical s'est toujours battu pour l'égalité de traitement entre hommes et femmes, mais l'égalité aussi dans la promotion et la prise de responsabilité et la présence dans les instances de décision au niveau des hommes et des femmes. Et le cinquième élément concerne bien sûr l'inclusion, lutter contre le pouvoir croissant des monopoles des oligarques, en veillant à ce que les pays en développement puissent réellement développer leur économie et garantir des systèmes fiscaux assurants, des revenus indispensables. Et je pense que Maria Elena d'ailleurs ce matin est revenue sur quelques-uns de ces aspects. Et pour conclure, nous pensons qu'il y a trois domaines prioritaires sur lesquels on devra se concentrer pour réaliser ce contrat social qui, de notre point de vue, est possible. D'abord, il faut garantir la liberté syndicale, la liberté d'association et de négociation collective. Ensuite, il faudra promouvoir le dialogue social. Et troisièmement, mettre en œuvre des politiques publiques inclusives portant sur les secteurs prioritaires que sont l'éducation, la santé, l'énergie, l'agriculture et les infrastructures, parce que ce sont aussi des secteurs porteurs d'emploi et nous pensons que la création d'emplois est un des éléments majeurs pour réaliser et garantir un nouveau contrat social et assurer de meilleures conditions de vie aux populations. Voilà, madame, ce que je voulais partager avec vous. Je vous remercie. Bravo, bravo. Oui. Je discuterai de cette communication. Je n'ai pas pu me connecter à vous. Ah, ok. En discutant, j'ai reçu une communication, mais bon, voilà comment ça s'est passé. C'est pour ça que je l'annoncerai pas. Je voulais d'abord féliciter tous les panélistes qui ont pris la parole pour vous montrer avec des chiffres et des études bien précises comment la Covid a impacté réellement sur l'emploi au niveau du Sénégal. Excuse-moi, étant donné qu'elle n'a pas pu se connecter, est-ce que tu as des choses à dire sur pas ton intervention, mais les autres interventions que tu pourrais mettre en haut? Donc remets-toi à la table. Je vais suivre ce qu'elle dit et puis j'en Oui, remets-toi à la table. Ah oui, vous, allez-y. Est-ce qu'on peut faire un peu de silence dans la salle, s'il vous plaît? D'accord, je ne m'entendais plus. Sur l'emploi, donc c'est la première conférence sur l'impact sur l'emploi. Et je voulais relever avec vous deux points essentiels que j'ai notés dans les exposés, et particulièrement celui de ces deux aspects qui concernent l'emploi, certes, mais qui concernent en fait l'ensemble des domaines impactés par la Covid. Le premier point, c'est comment arriver une fois à faire une étude approfondie et sérieuse pour définir la taille de l'entreprise viable. Parce qu'il a souligné, en fait, ce sont les petites entreprises qui ont été, d'après les chiffres lus, ce sont les petites entreprises qui ont connu le plus d'impact et dont la viabilité a été vraiment secouée au niveau après
le passage de cette pandémie, le deuxième passage, ou bien la survenue tout simplement, parce qu'on parle encore d'autres vagues de cette pandémie toujours. Donc, ces entreprises sont des entreprises de tous les secteurs, aussi bien agricoles, industriels, etc. Mais dépendant de la taille, on arrive à une viabilité de l'entreprise. Si on pouvait cerner les critères de viabilité de l'entreprise relativement à la taille de cette entreprise, je pense que ça nous permettrait d'avoir beaucoup plus de recommandations quant aux politiques qui soutiennent les petites et moyennes entreprises et savoir qu'une entreprise, quelle qu'elle soit, grande ou petite, a un temps de vie donné, dépendant des critères que nous pouvons cerner et poser sur la table. Quand on se réfère à l'agriculture, ça pose un problème essentiel parce que beaucoup de financements sont dirigés vers des tailles d'entreprises qui ont peut-être déjà atteint leur apogée et qui sont en train de mourir de leur pleine mort, tout simplement. Et il en est de même dans ces petites et moyennes entreprises que nous pouvons souligner, que nous pouvons détecter les raisons pour lesquelles leur viabilité s'arrête là. Donc là, je lance tout simplement un axe de recherche qui est fondamental, qui serait bon de mener du point de vue social pour qu'on puisse arriver à cela. L'autre aspect que je voulais souligner avec vous, c'est la déconnexion entre la formation et la vie des entreprises. Elle peut s'étendre beaucoup plus loin en indexant l'éducation de façon globale par rapport au développement que nous voulons. Cette déconnexion, ça ne matche pas en fait. Ce qui est enseigné, tout le cursus, ce long cursus que nous subissons, je pèse bien mes mots, parce que c'est vraiment subir des fois, et beaucoup plus subir que d'apprendre ce long cursus qui est imposé et qui a un contenu qui n'est pas, qui ne répond pas au choix de développement ou au choix des entreprises par rapport aux métiers qui vont être créés. Dans tous les pays du monde, on interroge cela et on demande, et d'ailleurs dans les lycées au niveau du bac, on réunit les élèves pour leur dire voilà les métiers d'avenir. Donc ces métiers d'avenir, et c'est ce que l'entreprise dépend, devrait dicter ce que les populations, ce que les jeunes doivent recevoir comme enseignement au niveau des écoles, au niveau surtout des écoles de formation. Et tant que je suis d'accord avec cette conclusion, tant que ça ne marchera pas, tant qu'il n'y aura pas connexion entre cette formation et ce que demande l'entreprise, tant qu'il n'y aura pas de connexion entre l'éducation et ce que nous voulons au développement, il est clair que la question restera toujours là, toujours posée, et qu'il y aura toujours un manque à gagner par rapport à l'emploi, par rapport à l'emploi des jeunes, par rapport à l'emploi d'une façon générale, et il y aura toujours des pertes d'emploi, et il y aura toujours des demandes d'employeurs vers l'extérieur, parce qu'il n'y aura pas des personnes formées à l'intérieur. Quand on interroge le domaine du pétrole et du gaz, c'est ce qui est en train de se passer. On sait depuis longtemps qu'on a ces ressources-là, mais c'est vrai qu'il y a des écoles qui s'est créées aussitôt pour répondre à cela, mais ça répond à des niveaux donnés du pétrole et du gaz, mais ça ne répond pas à l'ensemble des métiers qui sont demandés. Ce qui fait que quand on se retrouve au niveau des plateaux de gaz ou de pétrole, on ne peut même pas combattre le fait qu'il y a beaucoup plus d'étrangers à des postes clés que de Sénégalais, parce que tout simplement les formations n'ont pas été ou d'Africains tout simplement. Je voulais m'en arrêter là. Oui, s'il vous plaît. S'il vous plaît, merci. Je vais reprendre l'ensemble des points qui ont été discutés. Mais merci beaucoup, en tout cas, de m'avoir invité à ces importants échanges. Merci. Merci. Je suis très heureux d'entendre
Rokhaya Daba Fall faire ses commentaires que je partage. Je voulais juste insister sur le fait que oui, il faut qu'on travaille sur les critères de viabilité selon les différents contextes et les secteurs d'activité. Oui, mais il reste évident que tout processus de maturation, tout processus de vie, y compris celle des entreprises, appelle un accompagnement. Et c'est peut-être ça qui est le point faible dans le processus, c'est d'avoir un accompagnement qui soit adapté au type d'entreprise. Lorsque vous avez une entreprise sociale, dont la vocation première, c'est la finalité sociétale ou environnementale, et que les critères qui sont appliqués à cette entreprise sont des critères qui mettent en avant les finalités économicistes ou autres, il est évident qu'il y a un décalage énorme qu'il faut considérer. Donc c'est vraiment ça que je voulais dire au sujet de vos commentaires pour vous dire que je les partage. Alors, il y a aussi le débat que nous avions amorcé ce matin et sur lequel je voudrais demander à Dr Rokhaya Cissé si elle avait des commentaires à propos de l'évolution des normes sociales. Quel est le degré de changement, quel est l'univers de changement qui peuvent être... Elle n'est plus là. Bon, maintenant je vais peut-être revenir sur la belle intervention de M. Diallo de la CICI, notamment sur le contrat social. Il nous a présenté le contexte du contrat social, mais aussi les 5 composantes du contrat social et les domaines prioritaires, les préalables, j'allais dire, pour sa mise en œuvre. Maintenant, peut-être c'est utile de nous dire, à cette étape-là, est-ce que c'est une étape simplement d'énonciation ou est-ce qu'il y a un processus qui vous conduit à réaliser les conditions de ce nouveau contrat social? Est-ce que ce nouveau contrat social tient compte de l'environnement? Ce matin, on a parlé de l'environnement industriel qui va changer énormément. Certains scientifiques estiment que dans les 3 prochaines années, on va entrer dans une phase post-quantique qui veut dire que, y compris les équipements industriels vont changer et ça fait appel à de nouveaux métiers et de nouvelles compétences. Est-ce que ce contrat social tient compte de cette situation, oui ou non? Et enfin, est-ce que ce que vous avez énuméré en termes d'emploi juste renvoie à une vision tournée vers, disons, l'économie sociale solidaire et quelle est la place justement de l'économie sociale solidaire dans le processus que vous avez dessiné? Voilà, je vous remercie pour votre belle présentation. Je vous remercie, madame. Voilà. Également, le professeur pour ces questions pertinentes. Je l'avais annoncé certainement juste vite, c'était pour dire que la question du nouveau contrat social était déjà discutée bien avant la Covid. C'est ça qui nous a amené vers la déclaration de lui demander comme ça, c'est comme s'il n'avait pas expliqué. Est-ce que tu as une question précise par rapport aux 5 éléments? Il lui a posé la question qui devient tout le... Oui, c'est ce qu'il est en train de faire. D'accord. Nous allions vers le nouveau contrat social, mais vers une centralisation de l'économie sur l'humain et ses besoins. Bien sûr que nous ne sommes pas au stade seulement de slogan ou de revendication, même si c'est une revendication principale. Pourquoi je le dis? Parce que d'abord, les termes de ce contrat social, allô? C'est bon maintenant? Vous m'entendez? Allô? Allô? C'est bon, vous m'entendez? Oui.
Merci. Alors, je voudrais dire donc, dans la mise en œuvre de ce nouveau contrat social, nous sommes en train de travailler avec l'OIT. Vous savez que la CSI occupe la branche qu'on appelle le groupe travailleur, donc au sein de l'Organisation internationale du travail. Nous avons aussi le statut d'observateur au niveau des Nations Unies et notre secrétaire général participe aux assises de l'Assemblée générale des Nations Unies. Nous avons également des relations de travail avec les institutions financières internationales, notamment le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Et au moment d'ailleurs où je vous parle, nous avons une délégation qui est au sommet des États-Unis Afrique pour aussi faire porter la voix des travailleurs et leurs besoins par rapport à ces grandes rencontres. Nous participons également régulièrement au sommet du G20 ainsi que le L20 qui regroupe les ministres du travail du monde. Je pense qu'on a cette plateforme-là où on continue à revendiquer, mais au niveau national aussi, nous travaillons avec nos affiliés pour leur permettre de participer avec le gouvernement aux discussions qui peuvent mener vers ce nouveau contrat social, puisqu'il est incontournable. Nous disons clairement que c'est le paradigme de l'économie mondiale qu'il faut changer. Il faut aller vers une économie plus ouverte, plus inclusive, une économie qui met au centre, évidemment, l'être humain et ses besoins. Et c'est la raison pour laquelle j'ai insisté sur ces priorités. Et je le disais d'ailleurs en conclusion que ces priorités sont non seulement importantes parce que cela transformerait la vie des populations, mais c'est aussi des secteurs qui sont porteurs d'emploi. Tout le monde sait que le secteur de l'éducation, le secteur des soins particulièrement, où nous avons mené un certain nombre d'études, nous avons vu qu'il y a aujourd'hui une opportunité de près de 10 millions d'emplois dans le secteur des soins. Donc, je pense que c'est autant de questions, l'énergie, les infrastructures, l'agriculture. D'ailleurs, la pandémie a montré, surtout dans les pays en développement, combien nous étions dépendants de l'extérieur en ce qui concerne notre alimentation. Je pense donc que c'est toutes ces questions que nous mettons en avant en disant que si on investissait davantage dans ces domaines, si on faisait davantage de travail dans ces domaines, il est possible, bien entendu, d'améliorer la situation. Et je suis d'accord avec vous que l'économie sociale et solidaire ne peut pas être exclue dans ce processus. Cette économie a un rôle à jouer, d'autant plus que dans certaines sociétés, nous avons vu que le système de coopération, de solidarité, la coopérative, etc., constituent des éléments de base pour le développement. Voilà, je pense donc que globalement, on peut dire qu'il y a de l'espace, on peut se mettre sur les questions de l'environnement. D'ailleurs, j'aime souvent répéter ce que nous disons à la CICI. On dit qu'il n'y a pas de travail dans une planète morte. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que pour nous, la question de l'environnement et la protection de l'environnement est nécessaire. C'est pourquoi d'ailleurs nous avons un programme qui se développe qui s'appelle la juste transition. Donc le passage de notre situation actuelle industrielle à une nouvelle phase industrielle qui tienne compte, bien entendu, de la protection de l'environnement. Mais il y a toujours une transition et je suis d'accord avec vous que cela requiert des investissements, cela demande de la formation, cela demande de repenser l'industrialisation et quel type d'outils on va désormais utiliser et qui soient respectueux de la protection de l'environnement. Voilà un peu ce que je voulais dire en réponse aux questions posées par le professeur et je le remercie aussi au passage. Merci. Même sur des problématiques très compliquées. Et là, vraiment, on vous remercie, vous trois, ce matin, d'avoir fait la démonstration que quelque part, les partenaires sociaux sont prêts aujourd'hui, pour peu que la société mondiale ou la société africaine et les gouvernements plutôt, puissent les écouter, qu'ils ont des propositions certainement appropriées
pour l'équité des travailleurs, notamment, comme nous l'avons compris depuis 2 jours, il y a une informalisation des travailleurs du secteur formel et il y a une plus grande vulnérabilité des travailleurs du secteur informel. Mais il y a aussi quelques opportunités qu'ont montré les chercheurs, notamment il a fallu que les ménages s'adaptent, il a fallu que les femmes changent de rôle. Donc il y a aussi quand même des lueurs d'espoir, mais quand même une des lueurs d'espoir, c'est que les partenaires sociaux affûtent leurs outils et sont prêts. Merci beaucoup, Monsieur Mamadou Diallo. À bientôt.